Cette émission vous est offerte par la Sénavi Niger, votre meilleur assureur vie. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue dans ce deuxième numéro de l'émission Croissance Plus dédiée à l'actualité sur les banques, les finances et les assurances. Au sommaire de ce numéro, nous suivrons l'actualité sur les finances et les assurances dans la rubrique Actu Plus. La problématique de la notion d'intérêt en finance islamique nous a été posée par une jeune entrepreneur. Ce sera dans la rubrique La question du mois. Qu'est-ce qu'une charia board? Nous découvrirons ensemble ce terme dans la rubrique Le mot de l'écho. Notre invitée de ce deuxième numéro est Madame Khadija Diallo. Elle est la directrice générale de la haute autorité du WACF. Ensemble, nous verrons ce que c'est que le WACF et son impact sur la société nigérienne depuis sa création en février 2020. Nous enchaînons tout de suite avec la rubrique Actu Plus qui nous amène au Niger, au Tchad et aussi en Côte d'Ivoire. Il est désormais possible de payer ses factures d'électricité par Airtel Money. Un accord est intervenu le 13 janvier dernier entre le réseau de télécommunications Airtel Niger et la société nigérienne d'électricité Nigélec. Avec cette solution mobile, les abonnés d'Airtel Niger pourront payer leurs factures d'électricité depuis leur mobile et ainsi gagner en temps et en énergie. Coris Bank International célèbre ses 2 ans au Niger. Présent depuis décembre 2019, la banque a commémoré ses 2 années d'existence le 2 décembre dernier par l'inauguration de sa toute première agence à l'intérieur du pays. Et c'est la région de Maradi qui abrite ce point de service censé se rapprocher davantage de la clientèle. La région de Maradi a été choisie par la banque compte tenu de son importance en tant que capitale économique du pays. En mai 2021, Coris Bank International a aussi lancé une branche dédiée à la finance islamique pour répondre aux besoins garantissants selon les responsables. La banque islamique en Égypte croît progressivement au pays. Durant les 9 premiers mois de l'année 2021, les activités bancaires islamiques ont atteint 25,8 milliards de dollars en fin septembre 2021, soit une hausse de 14,5% par rapport à la même période en 2020, rapporte l'Association égyptienne pour la finance islamique. Selon cette organisation, le volume des dépôts islamiques a atteint 335 milliards de livres à la fin du mois de septembre 2021 contre 313,2 milliards de livres égyptiennes en 2020. La banque islamique représente environ 5% du marché bancaire. 3 banques opèrent entièrement dans le pays: Al Baraka Bank Egypt, Abu Dhabi Islamic Bank Egypt et Faisal Islamic Bank of Egypt. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM observe une progression record après 5 années de 17. Au 7 décembre 2021, son principal indice, le BRVM Composite, qui regroupe la totalité des entreprises cotées en bourse, était en hausse de 35,25%, rapporte l'agence Ecofin. Avec ces chiffres, le BRVM Composite se positionne 4e en termes de performance sur l'ensemble des marchés africains. Une excellente nouvelle pour les investisseurs qui ont déjà connu une année généreuse en 2020 à cause du contexte lié à la Covid-2019. Pour information, la valeur globale des dividendes distribués par les sociétés cotées sur la bourse a atteint 321 milliards de francs CFA au 30 septembre 2021. Retour au plateau, chers téléspectateurs. Nous passons cette fois-ci à la question du mois. En tant que jeune entrepreneur, ce que j'aimerais savoir, c'est par rapport au taux d'intérêt. Est-ce qu'en finance islamique, il y a les taux d'intérêt comme dans les autres banques? D'abord, il faut préciser que toute personne physique, morale, peut ouvrir un compte dans une banque islamique. La banque islamique n'est pas
obligatoirement destiné seulement aux musulmans. Disons déjà que l'intérêt, c'est une rémunération du capital prêté par l'emprunteur au prêteur. Ça, on est dans la logique de la banque conventionnelle. En finance islamique, le revenu est à 3 sources. Premièrement, c'est le profit. Deuxièmement, c'est le loyer. Et troisièmement, ce sont les honoraires. Parlant de profit, il y a 2 sources. Ou on fait du commerce, ou on fait de l'entrepreneuriat. Or, la banque islamique fait du commerce. Donc, lorsque le client approche la banque islamique achète le bien et le revend à son client avec une marge de profit, et non un taux d'intérêt, avec une marge de profit convenue à l'avance entre les parties. Une fois que ceci est fait, beaucoup de gens font l'amalgame pour dire que cette marge de profit, elle n'est rien d'autre que l'intérêt. Ce n'est pas la même chose. De l'autre côté, c'est de l'argent en espèces sonnantes et trébuchantes que la banque conventionnelle a prêté à son client. Et là, la banque a demandé au client de rembourser cet argent avec un taux bien fixe. Et de ce côté, au niveau de la banque islamique, c'est du commerce et de la spéculation. Le client est venu solliciter la banque islamique a acheté la marchandise pour le compte du client et la banque islamique a revendu cette marchandise à son client avec une marge bénéficiaire. Qu'est-ce qu'une charia board en finance islamique? Un expert nous donnera les détails dans la rubrique Le mot de l'écho. Le Sharia Board, qu'est-ce que c'est? On ne peut parler de finance islamique sans parler de Sharia Board. Le Sharia Board est un organe indépendant agissant comme un organe de réglementation à l'instar de l'autorité des marchés financiers de l'UEMOA. Il est composé d'experts appelés oulémas qui ont notamment pour mission de conseiller, superviser et certifier les produits financiers islamiques afin d'assurer qu'ils sont conformes aux règles de droit musulman. En cas de litige ou malcompréhension dans le cadre de leurs opérations, les services financiers islamiques peuvent soumettre des requêtes au Sharia Board pour obtenir des orientations et avis juridiques. Qui peut être membre du Sharia Board? Peut être membre du Sharia Board un spécialiste en droit musulman maîtrisant les principes, l'esprit et la philosophie du droit musulman. Mais pas que. Le membre du Sharia Board doit être réputé pour sa bonne moralité et sa pratique religieuse et bénéficiant d'une bonne réputation et d'une certaine notoriété au sein de la communauté musulmane. Et la rubrique Grand Angle de ce numéro reçoit pour vous Madame Khadija Diallo. Elle est la directrice générale de la haute autorité du Waqf. Ensemble, nous verrons ce que c'est qu'un Waqf et l'impact du Waqf sur la société nigérienne. Chers téléspectateurs, la rubrique Grand Angle de ce second numéro reçoit pour vous Madame Khadija Diallo. Elle est la directrice générale de la haute autorité du Waqf. Madame Diallo, bonjour. Bonjour. Merci de nous avoir accordé cette interview. Et tout le plaisir est pour nous. La haute autorité du Waqf a été créée en février 2020 pour faire la promotion du Waqf au Niger. Comment le Waqf, cet outil de la finance sociale islamique, peut contribuer à éradiquer la pauvreté? Suivons ce reportage réalisé par notre équipe. Dans la majorité des pays d'obédience musulmane, la pratique du Waqf, que l'on peut définir comme l'investissement d'une aumône en vue de la rendre perpétuelle et profitable à la société, est séculaire et remonte à l'avènement de l'islam. Le Niger, pays habité par 95% de musulmans, au-delà même de l'aspect religieux, était un terreau favorable à la pratique du Waqf. C'est ce qu'explique M. Hamid Al-Gabid, ancien Premier ministre, ancien secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique et président du Conseil d'orientation et de contrôle de la haute autorité du Waqf du Niger. Il est l'un des tout premiers à avoir milité et œuvré pour la mise en place d'une telle institution dans le pays. J'ai eu cette idée parce que j'ai vu pratiquement
que beaucoup de pays utilisent ça de façon officielle. Et parfois même, ce sont des activités gouvernementales. Dans certains pays, le WACF est géré par des ministères. Mais je me suis dit, mais pourquoi pas au Niger? Surtout qu'au Niger, en réalité, si on se réfère au passé et à la pratique de certaines de nos ethnies, on peut retrouver cette idée de WACF. Pas seulement du point de vue strictement religieux, mais du point de vue social. Vous avez quelque chose, par exemple, chez les Peuls, qu'on appelle, on appelle ça, je crois, Habbanaye. Habbanaye, je crois que ça veut dire donner une vache, quelque chose comme ça. C'est-à-dire que chez les Peuls, dans leur groupe familial, lorsque quelqu'un est devenu pauvre, il faut que les autres s'intéressent à lui. Alors quelqu'un prend une vache pour lui donner, lui disant, bon voilà, tu vas reproduire ça, et tu vas garder le produit. Bon, j'ai vu aussi chez les Touaregs, il y a quelque chose qu'on appelle Al-Habous. En réalité, Al-Habous provient du mot Habous, qui veut dire en réalité Waqf. Aussi, ce n'est donc pas une surprise si depuis bientôt 2 ans, une haute autorité du WACF a été mise en place au Niger avec tous les attributs juridiques lui permettant de fonctionner avec autonomie au profit des populations les plus vulnérables et contribuer au développement du pays. S'agissant du cadre juridique du WACF au Niger, il faudrait noter principalement 3 textes. Le premier, c'est l'ordonnance du 20 septembre, l'ordonnance 2019-20 du 20 septembre 2019, qui fixe les règles relatives au WACF au Niger. Puis, il y a eu le décret 2020-136 /PRN du 7 février 2020 qui porte, c'est le décret d'application de l'ordonnance, mais à travers ce décret, il a été prévu une institution administrative, en l'occurrence la haute autorité du WACF au Niger, qui a pour mission, à travers l'article 2 de ce décret-là, de gérer les WACF publics. Les WACF publics s'entendent les WACF qui sont créés par l'État et ses démembrements, créés par décret pris en Conseil de ministres, puis la supervision et les autres types de WACF qui sont créés par les particuliers. Et la création de ces autres types de WACF se fait par acte notarié. À titre illustratif, dès le lancement officiel des activités de la haute autorité du WACF, elle a été dotée d'un premier fonds au profit des ayants droit, des agents de forces de défense et de sécurité, d'un capital initial d'environ 2,5 milliards de francs CFA. À l'instar de l'État, d'autres WACF ont déjà été constitués au Niger. Avant le cadre juridique, l'État nigérien a accepté la réalisation de projets WACF au Niger. En l'occurrence, par exemple, le gros bâtiment que vous avez en face du siège de la Sony-Bank, c'est un WACF. De même, le campus universitaire qui est en face de l'hôpital de référence, c'est des WACF. Ceux-là ont été produits avant même que le cadre juridique n'intervienne en 2019. Donc le cadre juridique s'est véritablement mis en place pour sécuriser et permettre la promotion des projets WACF au Niger. Avec un cadre juridique sécurisé, la haute autorité du WACF pourra donc accomplir sa noble mission qui est de faire du WACF un levier important des efforts de développement, même au-delà, en faire un troisième secteur économique aux côtés des 2 secteurs traditionnels qui sont le public et le privé, mais avec un ancrage sur le social. Retour sur le plateau. Le WACF est un outil de développement socio-économique puisque la jouissance permet de corriger les inégalités sociales. Madame, quelle est l'utilité du WACF pour la société nigérienne? Alors, vous avez bien dit que l'utilité du WACF, c'est de corriger les inégalités sociales.
Et la mise en place d'un cadre institutionnel et d'un cadre réglementaire propre à cet outil de la finance islamique qu'est le Waqf au Niger vient de la volonté des plus hautes autorités du pays, justement, à assurer une croissance économique qui a un fort impact sur le développement humain et, en somme, d'aider à éradiquer la pauvreté. Il se trouve que les autorités, dans leur effort de mobilisation des ressources, se sont rendues compte qu'il y a cet outil de la finance sociale islamique qui est revenu en vogue et qui est en train de faire sa renaissance dans certains pays, en particulier les pays musulmans. Donc c'est ce qui justifie la mise en place, la création de tout ce qui a en rapport avec le Waqf au Niger. Vous savez, le développement de tout pays doit se focaliser sur les secteurs sociaux de base, parce que c'est eux qui tirent soit vers le haut, soit vers le bas les efforts de développement socio-économique. Et ces secteurs sociaux de base sont l'éducation, la santé maternelle et infantile, et tout ce qui a trait avec les couches vulnérables, que ce soit le développement rural, que ce soit l'autonomisation économique des jeunes et des femmes. Et le Waqf s'est révélé être un outil efficace dans la mobilisation des ressources pour financer ces secteurs qui consomment beaucoup de ressources mais qui n'en produisent pas, mais qui sont des secteurs essentiels, comme je l'ai dit encore une fois, au développement de pays. Si on n'investit pas dans l'éducation, tout effort qu'on fera sera presque vain. Si on n'investit pas dans la santé aussi, tout effort de développement qu'on fera sera vain malgré les infrastructures. Et aussi le développement rural pour un pays comme le Niger qui compte une grande partie de sa population en milieu rural. Vous menez sans doute une noble mission. Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? On travaille sur le Waqf au Niger en vérité depuis 2019, parce que on a l'ordonnance justement 2019-20 de septembre 2019 qui porte relatif aux règles du Waqf au Niger, et la création du cadre institutionnel qui date de février 2020. C'est à partir de ce moment qu'on a commencé à travailler. Je dis toujours 2020, c'est notre année zéro. Il fallait travailler sur le cadre institutionnel, créer l'institution, l'installer, recruter du personnel, un peu formuler la vision qu'on veut donner au Waqf au Niger, quel est l'apport qu'on veut que le Waqf fasse au Niger. L'année 2, on l'a consacré au renforcement du cadre réglementaire. Donc on a eu les lois, et puis en 2021 on les a confrontés au terrain. On s'est rendu compte qu'il y a des lacunes, et alhamdoulilah on les a corrigées, pas totalement, mais ce qu'on a fait est assez suffisant pour nous permettre de travailler. Il y a eu un accueil très favorable des populations pour cette initiative. Du coup, l'attente était très très grande par rapport à cet outil dès le début. Donc, il fallait qu'on temporise un peu, qu'on prenne le temps d'éduquer un peu l'opinion publique sur ce que c'est que le Waqf, la particularité du Waqf, parce que ce n'est pas de la charité, c'est de l'investissement qui permet de financer les œuvres sociales, les œuvres caritatives, etc. Et on avait cette petite difficulté. L'autre chose aussi, c'est que la haute autorité du Waqf étant une institution de l'État, notre mission première, c'est la gestion des Waqfs publics. Donc, positionner le Waqf comme un outil de mobilisation de ressources additionnelles pour permettre à l'État justement de répondre aux besoins de ces secteurs sociaux. Et il y avait une petite confusion dans ça, et on a travaillé à la corriger. L'autre défi qui est pour moi un défi personnel, c'est le défi de perfectionnement. Donc le défi de perfectionnement que je dis, c'est dans la structuration. Je veux que la haute autorité du Waqf soit une institution pas seulement de rang local, mais
de rang mondial. Je veux que nos standards de gouvernance, nos standards concernant tout ce qui est procédure, tout ce qui est système d'information, tout ce qui est, en tout cas notre fonctionnement, soit aux meilleurs standards internationaux, parce que on aspire à attirer aussi des investisseurs WACF internationaux et les rassurer par rapport à l'utilisation et la gestion de ce qu'ils nous confieront. Un autre de nos défis, c'est d'arriver à modéliser des projets WACF qui répondent aux besoins du Niger. On travaille par exemple avec les représentations des ONG internationales et des ONG arabes et islamiques pour leur dire il faut changer de modus operandi, parce que ces ONG là, ce qu'il faut comprendre, c'est que les ressources avec lesquelles ils travaillent dans nos pays sont issues d'investissements WACF, mais dans les pays d'origine de ces ONG-là. Et moi, j'ai envie qu'on bénéficie de tout le cycle, du cadre vertueux de tout le cycle d'investissement de ces ressources philanthropiques. Et que à chaque point de ce cycle-là, on puisse en tirer le plus grand bénéfice. Je m'explique. Si on a une ONG, par exemple, dont le siège est basé au Koweït, qui fait ses investissements WACF au Koweït, la création d'emplois se fait au Koweït, les capitaux restent au Koweït, ça tourne, etc. C'est bénéfique au pays. Ce qu'ils font, c'est ils envoient à leur représentation ici une partie. Et la représentation même, elle est dépendante du siège pour même le plus petit de ses besoins. Ce que je leur dis, vous êtes là, certaines ONG depuis 30 ans, 40 ans, faites des investissements WACF, mais dans des secteurs qui rapportent, que ce soit l'industrie, que ce soit l'énergie, que ce soit l'immobilier d'affaires, etc. Faites en sorte de demander une seule fois à votre siège de vous faire un gros investissement, mais qui va vous rapporter et qui va vous permettre d'être autonome. Ça permet de créer de la valeur ici au Niger, de créer des emplois et de vous rendre, vous, à long terme autonome. Et c'est quelque chose qu'ils ont complètement intégré. Et on y travaille. Alors, quel message avez-vous pour les personnes qui aimeraient immobiliser leurs biens pour l'intérêt général? Alors, question très importante. Je disais que en 2021, on a apporté des mesures correctives. Et en apportant ces mesures correctives, on a aussi, nous aussi, beaucoup appris par rapport à la perception qu'on avait de la chose et la réalité. Et on a fait des séminaires avec le gouvernement, avec le Parlement, avec les notaires, les secteurs, le secteur privé. Et de chacun de ces séminaires, moi, j'ai appris quelque chose. Et un qui m'a marqué, c'est la rencontre avec le secteur privé. Il fallait que je leur explique, qu'on leur explique ce que c'est que le WACF, parce que ici au Niger, les modèles de WACF qu'on a, en particulier à Niamey, et qui sont très visibles, c'est des grands projets d'infrastructures qui sont très visibles. Vous avez le campus qui est en face de l'hôpital de référence, qui est bâti sur presque 12 hectares et d'une valeur de 65 millions de dollars, qui n'est pas rien. On a la grande tour, l'immeuble commercial WACF, qui est aussi destiné à l'université islamique, qui est très visible. Et je disais que les opérateurs économiques, ça les intéresserait dans l'exécution de ces grands projets. Mais ils m'ont fait comprendre que eux, même, ils ont connaissance de la pratique du WACF dans certains pays de tradition musulmane. Et ce qu'ils ont retenu, c'est que un WACF, ça permet aussi de mettre à l'abri leur propre famille. En particulier, dans la typologie des WACF, il y a les WACF publics, les WACF d'intérêt public et les WACF privés ou de famille. Et que les WACF de famille, eux, ça les intéresse, parce qu'ils se sont rendus compte que les opérateurs économiques, ils passent leur temps à faire leurs affaires, à bâtir un empire de richesse. Mais une fois que la personne n'est pas là et que on fait l'héritage, les héritiers, parce que ils ne savent pas comment cette fortune a été accumulée, des fois très vite,
il la perd, il la dilapide. Et créer un waqf de famille permet d'assurer un minimum à sa propre famille, même au-delà de la vie de la personne. Deuxièmement, le prophète alayhi salam a dit: le meilleur d'entre vous est le plus utile aux autres. Créer un waqf d'intérêt général, c'est être utile à la communauté, aider à élever les plus vulnérables et à les mettre à un niveau qui préserve leur dignité. Et sur le plan économique, quand on crée un waqf, surtout si il est d'une taille importante, on donne un pouvoir d'achat aux gens qui sont demain des futurs clients. Donc c'est tout à fait bénéfique. Après, maintenant, sur le plan des modalités pratiques, nous, on est là comme institution pour accompagner toute personne privée qui souhaiterait créer un waqf et qui ne sait pas comment ça fonctionne exactement. Deuxièmement, c'est important aussi que la personne puisse enregistrer ce bien-là sous forme de waqf et que de manière officielle, parce que justement la loi sur le waqf donne un statut particulier au waqf, préserve ce statut-là, s'assure que la volonté du constituant est bien respectée, qu'il soit en vie ou qu'il ne soit pas là, et c'est quelque chose d'important. Madame la directrice générale, notre dernière question est de savoir les perspectives de la haute autorité du waqf au Niger pour l'année 2022. 2022, Inch'Allah, ça sera une année d'offensive. On est en train de travailler sur la modélisation des projets waqf pour avoir un portefeuille de projets d'investissement waqf et un portefeuille de projets sociaux à financer, et on ira chercher les financements, Inch'Allah. Alors, avez-vous un dernier message pour les téléspectateurs? Alors, mon dernier mot serait de dire que quand on a commencé le travail sur la finance sociale islamique au Niger de façon générale et le waqf de façon générale, on a fait le pari de dire que le Niger pouvait être un hub sous-régional justement pour la finance islamique. Et moi, j'y crois fortement. Et la confrontation avec la réalité du terrain me conforte dans ma position, dans la mesure où je vous ai dit que l'initiative du waqf a été très bien accueillie, et autant par la population, mais par les encouragements qu'on reçoit des plus hautes autorités de ces pays, qui ont créé le jour même où le décret a été pris en Conseil des ministres pour créer la haute autorité du waqf. Un autre décret a été pris pour créer le premier fonds waqf au profit des ayants droit des agents des FDS, et c'était un défi de naître avec un projet aussi important. Et je continue d'y croire parce que je pense que le Niger réunit tous les ingrédients pour que la finance islamique puisse prendre racine et aider au développement du pays. On a une université islamique ici qui n'est pas nationale mais internationale. Elle appartient à l'OCI, et en son sein, il étudie plus de 25 nationalités venant de toute l'Afrique francophone, y compris d'un pays aussi loin que les Comores. Et cette université, sa mission, c'est de former justement les cadres en finance islamique. On a des banques islamiques. On en avait une depuis plus de 30 ans, la Banque islamique du Niger. On a une seconde maintenant avec Coris Baraka qui a ouvert une fenêtre islamique, et on a plein d'institutions de microfinance islamique. C'est la preuve que le marché est demandeur, et on a la haute autorité du waqf, et on a la confiance des autorités et leur volonté vraiment de permettre à la finance islamique de se développer et de faire un apport positif dans l'économie nigérienne. Et on a aussi des échanges avec des institutions comme la BID
qui félicite le Niger pour les efforts et le parcours qui a été fait en 2 ans, notamment dans le cadre de la mise en place de tout ce qui concerne le WACF. Donc c'est très encourageant. Moi j'y crois. Il nous faut juste avoir un tout petit peu de patience pour que l'impact réel puisse être vu. Madame Khadija Diallo, merci. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Rendez-vous le mois prochain pour un tout nouveau numéro. Retrouvez-la en intégralité sur prestacomniger.net. Merci au passage à la boutique Velvet qui m'a habillé. Et si vous aussi vous avez des questions concernant les transferts d'argent, le mobile money et les assurances sur le Niger, rendez-vous sur nos plateformes sociales. À très vite. Cette émission vous est offerte par la Sénavi Niger, votre meilleur assureur vie.